Ces romans de chevalerie vous ont déjà fait tant de mal. Vous en avez oublié la gestion de vos biens et perdu tout bon sens. Je me demande d'ailleurs comment vous avez pu vous procurer encore un livre alors que votre gouvernante, assistée du barbier et du curé, avait précipité votre bibliothèque dans la basse-cour du maître feu. Ces ouvrages sont responsables de notre départ insensé vers l'aventure, avec votre projet de corriger tous les affronts, réparer les injustices, amender les abus et satisfaire les dettes. Alonso dit: nous avons bien fait, monsieur Sancho, car les siècles d'or de la chevalerie sont terminés. En ce temps-là, tout était à tout le monde, la paix, la simplicité, la sincérité régnaient sur la terre entière. Les juges étaient intègres et les demoiselles chastes pouvaient aller et venir sans crainte. Alors que, de nos jours, même enfermées comme le Minotaure dans son labyrinthe, aucune d'elles n'est en sécurité. C'est pour cela qu'on a créé l'ordre des chevaliers errants, pour défendre les jeunes filles, les veuves et les orphelins. Mon rôle est donc, dans ce siècle où je suis né et qui est l'âge de fer, de ressusciter l'âge d'or, d'aller par le monde redresser tous les torts et réparer les dommages, le nettoyer de toutes sortes d'immondices, des vagabonds, des fainéants et des désœuvrés. En effet, tu n'ignores pas que les oisifs, les paresseux sont à la République ce que les bourdons sont aux ruches. Ils mangent le miel que font les laborieuses abeilles. Sais-tu que le premier ordre de chevalerie fut celui des chevaliers de la table ronde et qu'il fut fondé au temps béni du roi Arthur? Mais oui, le roi Arthur. À ce propos, je peux t'affirmer qu'il n'est pas mort, le roi Arthur, et qu'un enchanteur le transforma en corbeau. D'ici en corbeau. C'est la raison pour laquelle les Anglais ne tuent pas les corbeaux. Et moi, Don Quichotte de la Manche, dans l'attente de la reconnaissance de la dame de mon cœur, la douce Dulcinée, j'appartiens à cet ordre, après avoir été armé chevalier par un grand seigneur. Mais où sommes-nous? Dans un château? Non, monsieur. Nous sommes dans un théâtre. Ou peut-être une auberge. Trêve de discussion, allons-y, allons-y. Oui, Alonso, allons-y. Donc, comme je te le disais, j'ai été armé chevalier par un grand seigneur. Un roublard dont vous avez pris une auberge pour un château. Que dis-tu, insensé? Suis-moi dans cette aventure, et le fruit de nos victoires me permettra de t'offrir une île dont je te ferai gouverneur. Oh, si vous dites vrai, et si grande soit cette île, pas de souci, comme on dit, hein. Je me sens la force de la gouverner. Ah. Je te ferai plus encore, si tu sais être patient. Car même s'il n'y a pas d'île, je t'offrirai le royaume de Danemark. Être ou ne pas être au royaume de Danemark? Oh. That is a question. Mais qui se souviendra de nos aventures, de nos histoires? Il serait grand temps que tu écrivisses les souvenirs de ce que nous fîmes. Ah, zut! J'arrive pas à l'enfiler. Tu as pourtant l'habitude. Ah, tais-toi, pédale. Il ne sied pas à un valet, fut-il écuyer, de tutoyer son maître, qui plus est un maître chevalier, dont je te demande instamment de respecter le titre. Soyez sans crainte, excellentissime maître. Je serai toujours dans le plus profond respect pour votre statut aristocratique. Et s'il m'arrivait un jour de vous appeler Don Quichotte du Manche, n'y voyez ni insulte ni malveillance. Cette légère offense ne serait due qu'à un malencontreux bégaiement de ma part. Eh ben, ça va pas être facile, faudra que je me retienne. Ah, ça remonte. Tant mieux, sans chiquette. Faire m'échapper sans chiquette. Ce n'est pas non plus une insulte. Et arrêter de pédaler? Non? Pas très efficace, ta dynamo, hein? Bon, très bien. Par quoi commencer? Quoi? Par où commencer? Mais comment? J'ai dit, quelle première histoire allons-nous raconter? Mais celle des moulins,
studieux, on n'attend que ça. Où as-tu vu des moulins? Là où vous avez vu des géants, il y en avait plus de 30. Ah oui, ces géants avec leurs longs bras. Ces bras qui se mirent à tourner de peur quand ils me virent venir les attaquer sur Rocinante tout galop. Les ailes d'un moulin. Forcément que ça tourne quand il y a du vent. Une aile vous a frappé si violemment que vous êtes tombé de Rocinante et que j'ai dû venir vous secourir au grand trot avec mon âne en vous reprochant de ne pas regarder ce que vous faisiez. Et je vous le répète, ce n'étaient pas des géants, mais des moulins avant. C'est à se demander si c'est pas leurs ailes qui tournaient dans votre tête. Attendez, je vais vous en apporter la preuve. Ne me dis pas, tête de mule et face de bouc, que cette machine du diable va te donner la preuve que tes chimères ne sont pas des hallucinations. Si, sire, oyez donc ça. Nous ne sommes que des moulins à vent et non point des géants. Nous tournons pour moudre la farine, car nous sommes des machines. Et c'est bien suffisant. Mensonge et diablerie. Où va le monde si on se met à accréditer les divagations de ce genre d'appareil satanesque? Dans les chevaliers, on se renseignait à la bibliothèque du Mont Cassan, de Cîteaux ou de Saint-Gall. Bien sûr, sire. Ainsi qu'à la bibliothèque d'Alexandrie. Fi, ce que c'est que la culture. La bibliothèque d'Alexandrie, monsieur, a été incendiée lors des conquêtes arabes du 7e siècle. C'est en effet ce que certains auteurs prétendent. Rien n'est moins sûr. Quoi qu'il en soit, la bibliothèque d'Alexandrie est faite pour vous. Les chevaliers errants courent toujours derrière ce qui n'existe plus. Ce qui est irréfutable en tout cas, c'est que le magicien qui m'a volé mes livres a transformé ces géants en moulins pour monter la gloire de les vaincre. Sans doute l'ouvrage de Merlin se fourbe dans le chanteur français qui se prend pour le roi Merlin? lui-même. Bah, bien sûr, bien sûr. Nous pourrions parler de ce jour où nous vîmes deux armées sur le point de s'affronter. Vous voulez dire deux troupeaux de brebis et de moutons, sauf erreur. Tu divagues, abruti. Le grand empereur et néanmoins païen, Ali Fanfaron, seigneur de la grande île de Trapobane, se battait contre son ennemi, le roi des Garamantes, dont la fille chrétienne faisait l'objet de tous les désirs du dit Ali Fanfaron, disciple de Mahomet. Ah, je vois là le valeureux chevalier du Pont d'Argent et le grand-duc de Kirossia, et en première ligne de l'autre armée, le prince Timonel de Carcassonne, armé d'armoiries avec un chat d'or sur son écu, portant l'inscription Miaou, qui n'est rien d'autre que le début du nom de cette femme Miaoulène, dont la beauté est néanmoins dépassée par celle de mon unique et sans égale dame Dulcinée. J'ai beau écarquiller les yeux, je ne vois personne de tout ce beau monde que vous me citez. N'entends-tu pas, stupide effronté, le hennissement des chevaux, le son des trompettes? Ce que j'entends, maître illuminé, ce sont des bref, des bêlements. Viens à moi, infâme Ali Fanfaron, que j'éprouve ta force. Ah, et c'est à ce moment-là que les bergers, voyant qu'ils ne pouvaient rien entreprendre pour vous faire sortir de vos fantasmes, vous ont envoyé des pierres avec leur fronde, qui vous ont massacré les côtes et les oreilles. Mon ennemi, le magicien, sans doute le même Merlin, a transformé les armées que j'étais sur le point de vaincre en troupeaux de moutons. Évidemment, et c'est ce jour-là que vous avez perdu toutes vos dents. Plutôt que mes dents, mon bon Sancho. J'aurais préféré perdre un bras. Hein? Autre que celui qui tient mon épée, cela va de soi. Parce qu'une bouche sans colère, c'est comme un moulin sans pierre. La nuit dernière, je rêvais de choses. Ah, parce que vous rêvez aussi la nuit. Et décidément, c'est une occupation à temps plein. Et moi, je me souviens en tout cas de ce jour, et c'était pas un rêve, où 4 quarts d'heure de Ségovie m'ont jeté au milieu d'une couverture et m'ont jeté en l'air. La nuit même ou dans le château? L'auberge. La fille du Seigneur. Fille de rien du tout. Une serveuse qui nous venait des Asturies. Marie Tornès, elle s'appelait. Visage épais, nez écrasé, un œil borgne et l'autre mal en point. Il sortait de sa bouche
des odeurs suaves, pleines d'arômes délicieux. Oh, de la salade à l'ail et des oignons pourris de la veille. Des perles rares de l'Orient au poignet. Des breloques de verre, des brimborions sans valeur. Des cheveux de soie. De cuir, comme celui de mon âne. Je renonçais à l'honorer pour ne pas trahir ma délicieuse dame dulcinée. Quoi qu'il en fût, esquinté comme je l'étais, j'aurais eu bien du mal à rembourser la fille du Seigneur par un cadeau aussi bien dimensionné que celui qu'elle m'avait fait en se dirigeant vers ma cour. Et c'est là que le muletier, vous voyant avec la fille qui lui avait promis sa nuit, vous a donné un coup de poing qui vous a mis la bouche en sang et vous a écrasé relax le thorax en vous montant dessus. Séduite par mon allure fringante, elle était tombée amoureuse de moi, le fameux chevalier Don Quichotte de la Manche. Oh, qui s'appelle aussi le chevalier à la triste figure. Pourquoi dis-tu cela juste en cet instant? Ça m'est venu comme ça, en me regardant tout fatigué et des dents en moins. Tu n'as pas tort, mon bon Saint-Jean. Comme tout chevalier des temps anciens, il serait opportun que je me dotasse d'un surnom. Et le mien sera celui de chevalier à la triste figure. Aussi ferai-je graver une triste figure sur mon écu. Ça n'est pas nécessaire. Il suffira que vous montriez votre visage pour que l'on vous nomme l'homme à la triste figure. Sans image et sans écu. Le surnom va de soi. Je me demande, mon bon Saint-Jean, si je ne mériterais pas le surnom de chevalier au lion. Depuis que j'ai affronté les lions que le gouverneur d'Orange envoyait à sa majesté notre bon roi Philippe III. Rappelle-toi, Sancho, j'étais seul face au danger. Tu avais fui épouvanté avec le charretier qui transportait les faux et le chevalier du bois qui était amoureux de la sérénissime Cassidée de Vandalie pour laquelle il avait entre autres affronté la géante de Séville qu'on appelle aussi la Rinalda, qui tout à coup était le chevalier au miroir, qui en fait était mon ami le bachelier Samson Carrasco, que je voulais affronter en duel avant de croiser le chemin de l'Hidalgo au Vermanteau, Diego de Miranda. Oui, vous vous égarez. Égare toi-même, guarde de créature. Je suis en train de t'expliquer pourquoi j'aurais droit au surnom de chevalier au lion plutôt que chevalier à la triste figure. Le changement de surnom est une pratique admise et courante dans le monde de la chevalerie errante. Il est vrai que je me suis enfui avec les autres devant l'imminence du danger et que je pleurais déjà votre mort, qui n'a pas eu lieu, puisque la lionne est restée enfermée dans la cage et que le mâle n'a fait que se rouler sur le sol de la cage ouverte, s'étirer, bailler, s'essuyer les yeux, se laver la figure avec une langue longue de 2 pieds, sortir sa tête, voir votre triste figure, pour finalement vous tourner le dos, vous montrer son derrière et se laisser à nouveau s'avaler sur le sol de la cage. Alors, illustrissime chevalier, au lion et à la triste figure, pour en revenir à l'auberge. Rustre insolent, qui merde, le château. Non, l'auberge, espagnole en plus, et assez chelou. Tout ce bruit donc dans cette fameuse auberge a fini par réveiller l'aubergiste qui est venu avec sa lampe. Tout vénère, l'aubergiste. Sa meuf criait « C'est pas, c'est pas, c'est pas !» Et la serveuse, en le voyant arriver, s'est réfugiée toute effrayée dans mon lit. Comme je ne savais pas que c'était elle, je l'ai roué de coups. Le muletier rebeu est venu en courant, l'aubergiste aussi. Tous se sont filés des coups. Et la lampe s'est éteinte et on a continué à se filer des tordoles dans le noir. Bref, un truc de ouf. N'oublie pas, mon frère, le chevalier que je vis arriver sur un cheval pommelé, portant sur sa tête un haut en or. Ce que je n'oublie pas, c'est d'avoir vu un homme monter sur un âne comme mon grison, avec quelque chose de brillant sur la tête. L'homme était un barbier du village voisin qui rendait visite à un client et s'était couvert la tête de son bassin en laiton pour se protéger de la pluie. Nous avons tous, monsieur le plouc, notre propre espace de vérité. En l'occurrence, je donne la peine à Albert
que l'on puisse voir un bassin à la place d'un casque. Bah, Ce barbier, il est certain, vise son propre intérêt en venant récupérer quelque chose qui pourra lui appartenir. Chacun voit midi à sa porte. Il y a cependant certaines vérités sur lesquelles on ne peut être que d'accord. Par exemple, il ne te viendrait pas à l'esprit d'affirmer que cette bête est oscillante et celle-ci grisonnante. bah, non, il n'y a pas de confusion possible. Celui-là est scellé et celui-là est batté. Il y a donc certaines vérités sur lesquelles on ne peut être que d'accord. Je souhaite qu'on les agrée comme telles et que nous les portions à la connaissance de la postérité. Bon, je veux bien. Mais qu'est-ce que je dois écrire? Et qui va lire ce que j'écris? Je ne suis pas savant en écriture et langue errante, moi. C'est vous qui menez toutes les batailles. Moi, je fais que m'occuper de votre personne, de votre nourriture, de votre propreté. Je suis au petit soin pour vous. Ce n'est pas moi qui mets la main à l'épée. Et je n'ai aucune intention de gagner une quelconque réputation de vaillance, sinon celle du plus loyal écuyer qui ait jamais servi un chevalier. Mon histoire n'intéresserait personne. Et c'est à vous que revient la gloire des hauts faits d'armes de la chevalerie. Mais, pour faire voir et connaître vos aventures inouïes, il vaudrait mieux être au service d'un grand prince ou d'un empereur. On serait rémunéré pour votre force, votre intelligence, votre talent et vos exploits. Et le grand prince que l'on servirait ne manquerait pas de faire consigner par écrit vos incroyables faits et gestes. Tu n'as pas tort, mon bon Sancho. Mais il vaut mieux commencer par aller chercher tout seul des exploits dont le caractère extraordinaire nous apportera certainement une réputation qui nous précédera partout où nous irons. Dans n'importe quelle ville ou à la cour de quelque grand monarque. Celui-ci nous recevra avec grand fist, nous baisera les mains, qui prendra dans les siennes pour nous conduire dans les appartements de la reine, où sa fille, l'infante, se pâmera devant nous. Enfin, pour moi. Nous, comme dirait le roi de France. Nous, donc, Don Quichotte. Elle nous verrait partir en larmes. Elle, pas moi, nous, donc, dans les guerres qu'on mène contre son père. Quand je reviendrai en vainqueur, le père ne pourra pas, malgré quelques réticences, faire autrement que de me laisser sa fille en mariage. Et quand le père meurt, la fille hérite. Et me voilà roi. Et pour te remercier de ton aide dans cette entreprise, je te marierai avec une demoiselle de l'enfant. Le père doutera peut-être de mon ascendance royale, mais il pourra se faire qu'après vérification, on constate que mes origines étaient grandes et fameuses. À propos d'origine, monseigneur, vous ne seriez pas un peu juif? Par la Vierge Sainte, j'ai jamais de la vie, pourquoi cette question? Bah, je sais pas, moi, quand on change de nom puis qu'on s'appelle Alonso Quechada ou Quixada ou Quixano, déjà ça, c'est pas clair. Hein. Pourquoi pas quinoa pendant qu'on y est? Et puis, ça sonne un peu séfarade, non? Non! Dis-moi, tu as vu ta tête de mort? Qu'est-ce qu'elle a, ma tête de mort? Pas mort. Mort. Mauresque. C'est pas celui qui comprend pas. Je porte une croix sur ma poitrine. Je vais régulièrement à la messe, je bois du vin et pas seulement à l'église, et je mange la viande des cochons au milieu desquels j'ai été élevé. Alors vos sous-entendus là sont... Oui, c'est bon, on a compris. D'ailleurs, pas tout mort, mais forcément mauvais. À ce propos, j'ai entendu dire qu'un auteur morisque avait consigné par écrit la totalité de mes exploits. Pour en revenir à mon mariage avec la fille du feu monarque, je te donnerai la noblesse quand je serai roi. Je te ferai compte. On t'appellera votre seigneurie. La seigneurie? Oh, et pourquoi pas? Votre seigneurie est trop bonne. Oh, bah dites donc,
en double. J'arrête. Tu as fait tes études en Suisse? Ah oui, j'ai été chevrier dans les Alpes vaudoises. Ah oui, attendez. Je chante et souvent mon cœur me fait peine. J'aurai mes 15 ans l'automne prochaine. Je chante tout seul dans les éboulis, pour rien, pour personne, tout l'après-midi. Odiri, Adou, Odiri, Adou. Tout comme vous avez la nostalgie de l'âge d'or de la chevalerie, j'ai celui du temps béni de mes jeunes années à l'air pur de la montagne. Je m'en souviens, tu m'en as parlé. Et tu m'avais même dit que ta chèvre préférée s'appelait Tachette. Je vous ai dit que ma chèvre préférée s'appelait Tachette. Je ne crois pas, non. Ça doit être une erreur de traduction. En vérité, elle s'appelait Heidi. Bêtement. Tout bellement. Si elle n'avait pas été chèvre, Heidi, je l'aurais dû porter la main à sa chevelure pour la ranger, bien qu'elle ne fût pas en désordre. Elle était comme toutes les feuilles, incapable de rester tranquille. Elle en avait leur inconstance, leurs promesses mortes, leurs paroles trahies et finalement peu de réflexion. Mais elle restait ma préférée du troupeau et la meilleure du fameux troupeau. Et par la suite, j'ai été engagé par notre bon roi Philippe. J'en avais fait la connaissance au sport d'hiver, où il était venu avec la si belle et distinguée reine Marie. Nous sympathisâmes et il me fit allier à la cour d'Espagne. Tu veux dire Philippe II, le père de notre roi actuel, troisième du nom. Oui. Le grand vainqueur de la bataille contre les Gueux. Oui. Le fils de Charles Quint. C'est cela même, le fils de Charles Quint, lui-même fils de Philippe Hermoso, Philippe le Beau, et de Juan Alaloc, Jeanne la Folle. Une parente à vous, sans doute. Jeanne n'était que folle d'amour, ce qui n'est pas vraiment de la démence. Bon, pour en revenir à mes cochons, Mouton. si vous voulez, pour en revenir à nos moutons, vous m'assurerez qu'on me donnera du vôtre seigneurie. Absolument. Très bien. Mais comment ferais-je pour justifier de mon imminence? On dit éminence. Pourquoi me reprenez-vous tout le temps à chaque fois que j'utilise un mot pour un autre? Qu'est-ce que ça change que je dise cochon au lieu de mouton, tueur pour procureur, retoquer un testament plutôt que de le révoquer, ou découdre un problème au lieu de le résoudre? Vous m'avez compris, et c'est là l'essentiel, non? Et tout comme mon inquiétude de justifier de ma nouvelle condition d'aristocrate. Peu importe. Je serai compte. J'emmènerai mon barbier avec moi, puisque vous me dites régulièrement de penser à me raser la barbe. Oh, Dieu du ciel. Oh, mon bon maître. Oh, quel talent de persuasion vous possédez là. Un talent
cauchemar me convainc parfois de la réalité. Oh, comme ce jour où, toujours dans cette fameuse auberge, j'ai crié au secours pour vous délivrer d'un géant qui vous avait laissé à moitié nu, les jambes velues, oh, et pas vraiment propres. Les vous en donniez des coups dans tous les sens, les yeux fermés car vous étiez en plein cauchemar, en hurlant comme un possédé. Arrête! Voilà, malandrin, quark! Sorti des faquins! Ouais! Ouais! Oh, mais toujours les mêmes insultes. Vous ne pourriez pas changer un peu de répertoire? Analphabète! Moulin à gaufre! Bayanière de carnaval! Ectoplasme! Ostrogo! Macrocéphale! Gigonard! Ah, c'est mieux. Ah, ce que j'entends, c'est du français de Belgique. Oh, vous avez dû nous ramener ces jurons des victorieuses batailles que vous livrâtes dans les Flandres. Oups là! Au côté du malheureux capitaine Archibald de Haddock. Cléopâtre! Merci pour des Carpates! Scolopendre! Cyclotron! Chapotec! Près de potence! Mitrailleur d'avec! Moussaillant du diable! Je m'en souviens très bien. Même si c'était en rêve que je le criais. Il y avait du sang partout dans la pièce et je cherchais la tête du géant. En vérité, vous aviez percé des tonneaux et le vin coulait partout dans le galetas. Mais vos belles promesses m'avaient rendu fou joyeux et je m'étais mis à croire à vos billevesées. Billevesées? Mais non, pas du tout! À peine avais-je coupé la tête du géant que je me mis à genoux devant la très haute Mokomakaki, enfin délivrée par mes soins. Glorieuse princesse, dont la grandeur et la magnificence n'est que dépassée par celle de mon unique et sans égard et l'homme dulciné. Mais on n'est pas toujours récompensé pour les bienfaits qu'on fait. À ce propos, Sancho, te rappelles-tu de l'épisode cuisant avec les galériens? Tu t'en souviens? T'en souviens-t-il? Ah, mais attendez, je cherche. Tu cherches? Oui, des alexandrins. Ah, voilà, ça vient. Presque, ça vient presque. Rappelez-vous l'affront que les Galériens, pourtant par vos bons soins délivrés de leur chaîne, vous firent en donnant pour prix de votre peine ce que font les vilains, un caca dans la main. Pas mal pour un écuyer. Oh, allô. Malgré deux rimes un peu trop ouvertes. En effet, les gens ne comprennent pas toujours le bien qu'on veut leur faire et croient au contraire qu'on veut leur nuire. À ce sujet, Sancho, j'aimerais bien savoir ce que pense de moi le peuple. Les hidalgos, les gentilshommes. Apprécie-t-il la vaillance de mes exploits ou méprise-t-il la volonté de rendre à ce siècle cet ordre chevaleresque longtemps oublié? Dis-moi franchement, Sancho, sans vouloir me protéger de quelconque critique. Je veux bien, cher maître, mais à condition que vous ne vous fâchiez point devant la vérité toute nue. Je peux t'affirmer qu'il t'est loisible de t'exprimer librement et que je ne me mettrai pas en colère. Eh bien, on dit tout d'abord que vous êtes plus vieux que vaillant, que vous êtes fou, mais que je suis tout autant détraqué. Hein. Les Hidalgos vous reprochent d'avoir fait précéder votre Quichotte par un don pour paraître gentilhomme. Bon, chose que personnellement, moi, je ne serais pas permis. Hein, parce que chez nous, on s'appelle Panza tout court, de père en fils, sans ajout de don ou de don. En ce qui concerne vos aventures, on dit qu'elles sont folles mais comiques, ou hardies mais malchanceuses, que votre chevalerie n'est pas errante mais aberrante et que vos
vos aventures ne sont que des mésaventures. Écoute-moi bien, âme de rat casanier. Qui se distingue est persécuté. Les illustres n'échappent pas à la calomnie. Jules César, Alexandre le Grand, Hercule en savent quelque chose. Je veux bien rejoindre ces héros-là. Ah, que je méprise l'envie, la jalousie, qui dictent toutes ces méchancetés. Tous les vices, mon bon Sancho, nous procurent un quelconque plaisir. Mais le vice de l'envie n'apporte que des plaisirs rares et rancœurs. Mais il y a plus grave encore. On dit que votre histoire circule déjà dans les livres, sous le titre de l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Comment celui qui l'a écrite a-t-il pu en avoir connaissance? Probablement que l'auteur de notre histoire est un mage enchanteur. Je t'en ai parlé. L'auteur sarrasin Sid Hamet Ben Engeli. Rien de ce qu'il veut décrire reste caché. Sidi Hamet Aubergine. Ben ça, c'est un nom facile à se souvenir, parce que je sais que tous les Arabes aiment les aubergines. On te fait erreur, Sancho. Sid en arabe veut dire seigneur. Sid Hamet Ben Engeli. Si vous voulez. En tout cas, on parle de vous dans ce livre, bien sûr, mais on parle aussi de moi, sous mon vrai nom, Sancho Panza, et de votre dame, Duna Doña Dulcinea du Toboso. Bah, en tout cas, moi, vous savez, le regard et l'opinion des autres peu manchot, hein, comme sur le dos de mon âne, et je m'assieds dessus. Ah. Je comprends. Ce que je veux à présent, mon vaillant écuyer et brave ami, c'est que dans 3 jours tu partes porter une lettre à Dame Dulcinea du Toboso, chaste objet de mes désirs, unique refuge de mes espérances. Oui, on connaît Dulcinea du Toboso. Comment ça me passe il est grave à Dulcinea? Tu t'arrêteras, mon fils, dans le premier village que tu traverseras, et tu demanderas au maître d'école de reporter en belle écriture, sur papier velant, ce que je t'ai noté sur ce calepin. Je veux bien. Et comment je fais pour la signature? Tu signeras toi-même ma lettre d'amour. Tu mettras vôtre jusqu'à la mort, le chevalier à la triste figure. Non, le chevalier au guillon. Dulcinea n'y verra que du feu. Elle ne sait ni lire ni écrire. Elle n'a jamais vu mon écriture ni une lettre de moi. Car notre amour n'est que platonique. En quelque sorte, nous nous aimons par oui dire. Je l'aime pour son unique réputation de beauté, de courtoisie et d'intelligence. En plus de ça, Dulcinea est la seule à être vraiment vertueuse, élégante et bien née. Toutes les autres sont laides, sottes, légères et d'un mauvais lignage. De leur part, je me suis toujours méfié de toute mignardise incitative qui m'aurait fait trébucher là où jamais je ne suis tombé. Dulcinea reste pour moi l'unique refuge de mon espérance. Son évanescence me fascine, son absence me pèse. Je vous vois gigoter sur la selle de votre cheval, agité comme un malade du mercure, en mode Parkinson, forme tremblante. Éprouveriez-vous le besoin d'aller faire une commission, grande ou petite? Je ne vois pas ce que tu veux dire, sois plus clair. Ressentez-vous le besoin d'aller faire ce que personne ne peut faire à votre place? Non, je ne ressens rien. Eh ben dans ce cas-là, je vais le faire pour moi. Car maman, vous me faites trop rire. Oh, ouïr les délires du fameux Don Quichotte, c'est à mourir de rire, à pisser aux culottes. Voilà, ça le reprend. Sa fameuse alexandrinomanie. Depuis 12 ans que j'aime Dulcinea, je ne l'ai vue que 4 fois à peine. À se demander si elle s'est rendue compte que je la regardais. Tant son père, Lorenzo Corchuelo, et sa mère, Aldonza Nogales, la surveillaient. Que dites-vous, noble seigneur? Votre dame serait la fille de Lorenzo Corchuelo? Oui, sa fille est la dame de tout mon cœur, de toutes mes pensées. Ah ben alors je la connais bien. Elle s'appelle Aldonza Lorenzo. Comme
quelle coïncidence. Tu la connais donc. Que faisait-elle la dernière fois que tu l'as rencontrée? Nul doute que, assise à son métier, elle brodait en laine noire sur lin blanc quelques tapisseries au point de croix pour son chevalier errant, capable de rivaliser en grandeur, en largeur et en magnificence avec la tapisserie de Bayeux, à moins qu'elle n'en vît la défaire. Je n'ai vu dans ses mains que des grains de blé. Tu as dû faire erreur, crétin. Tu l'as certain. Lui as-tu donné ma dernière lettre? Certes, je la lui ai tendue, mais elle m'a dit de la poser là, sur le tas de blé qu'elle était en train de vanner. Ah, femme de bon sens. C'était pour mieux la lire après. Loin de ta présence qui l'a gênée. En voilà une preuve de son amour et de sa fidélité. Parce qu'elle est fidèle, n'est-ce pas? Comment savoir? Je ne suis pas constamment à ses côtés. J'aimerais pourtant en être certain. Si j'étais une femme, il y a encore du travail. si j'étais une femme, je ne sais pas comment je me comporterais face à un amoureux qu'on ne voit que tous les 36 du mois. Nous pourrions peut-être... Tu pourrais peut-être... Ah non, hein? Vous n'avez pas à vous ridiculiser comme le curieux mal avisé. Un curieux mal avisé? Oui, un riche Florentin dont l'histoire m'a été contée dans cette fameuse auberge où l'on m'a battu comme plâtre. Je vous l'avais dit, car le narrateur s'est étalé pendant des heures dans une histoire à rallonge avec toutes sortes d'intrigues et de rebondissements. Bref, voilà l'essentiel. Alonso avait demandé à son très cher ami Lothario de mettre à l'épreuve la fidélité de sa femme. Comment s'appelle-t-elle? La belle Camilla. Oh, la belle Camilla. Lothario ne voulut tout d'abord pas se lancer dans ce genre d'aventure et faire la cour à la femme de son ami. Anselmo insista. Lothario finit par céder et tomber amoureux de la belle Camilla, qui céda à son charme. Après moult péripéties dont je vous laisse imaginer l'épaisseur du chapitre, Anselmo découvrit la trahison de son ami et en mourut. Ah, voilà, monsieur, ou même une curiosité inutile et mal avisée. Donc, c'est juste pour vous dire, demandez à Dieu de ne pas vous laisser succomber à la tentation, mais de vous délivrer du mal, du désir, d'une curiosité aussi malsaine, dangereuse, et pour tout dire, comme je l'ai dit, mal avisée. Tu as raison, mon sage sage. Douter de sa fidélité serait manquer du respect que je dois à une dame aussi haute que Dulcinea. Ah, si haute qu'elle est plus grande que moi. Oh, une femme maflue, membrue, poilue. Oh putain de sa race, la carrure qu'elle a. Et la voix, oh, elle peut remplacer le clocher du village. Hein. Mais elle a bien changé. Ça use considérablement la figure, le travail au champ et au soleil. La dernière fois que je l'ai vue, tout occupée à son moissonnage, une multitude de guêpes et d'habillés d'abeilles tourbillonnaient autour d'elle. Ciel, et put-elle éviter leur dard vigoureux? De justesse. Un frelon la frôla. Dès la vit à point, Dulcinée le chassa et le danger fut loin. Ouais. Moi qui croyais que la Dulcinée était pour le moins une princesse. Allons. Après tout, comme dit le proverbe, il n'y a de si laide marmite et qu'elle ne trouve son couvercle. Tu parles beaucoup trop, sans réfléchir. Et puisque tu as mes proverbes, écoute bien celui-ci. Parler sans penser, c'est comme tirer sans viser.
sache une fois pour toutes que Dulcinée du Toboso vaut pour moi plus que la plus haute princesse de l'univers. Aldonza est belle et honnête, et je la dessine dans mon imagination comme je la veux, et son lignage m'importe peu. Si tu lisais les livres que je lis, imprimés avec la permission des rois, tu entendrais une voix qui sortirait d'un lac maléfique. Elle t'inviterait à aller chercher un château au fond des eaux noires. Tu plongerais et te retrouverais dans des prés plus fleuris que les Champs-Élysées. Des rivières à l'Olympide où viennent se sustenter des oiseaux à la voix enchanteresse. Partout, des œuvres d'art finement sculptées. De l'or, des perles, des rubis, des émeraudes, du marbre, du jaspe. Ah! Enfin, tu vois le château, Alcazar imposant, d'où sortent des demoiselles en toilette imposante. La plus belle d'entre elles vient prendre par la main le hardi chevalier que tu es, et t'emmène te baigner tout nu dans des eaux tièdes, toindre ensuite d'onguents odorants, et te revêtir des plus beaux habits. Accompagné d'autres dames silencieuses, tu pénétreras dans une salle où tu n'auras jamais vu des tables dressées avec autant de soin et d'opulence. Des chansons et des musiques sortant, on ne sait d'où, ravissent ton ouïe pendant que tu te régales. Une fois le repas de tous ces mets savoureux achevé, tu t'appuies au dossier de ta chaise et te cures les dents comme à l'ordinaire. Et c'est là qu'une autre demoiselle, encore plus belle que les autres, vient te rejoindre, s'asseoir comme là. Sa seigneurie voudra bien m'excuser. Arrête de t'excuser! Ça fait terriblement working class. Tu es un âne, Sancho, un âne, et tu resteras un âne jusqu'à la fin de tes jours. Oh, alors dis sans m'excuser, l'histoire que vous me racontez est si passionnante que j'en suis tout retourné et trébuché sur mon grison en vous écoutant. Oh, la pertinence de votre discours m'a convaincu et je suis fait de ce fait prêt à partir. Seigneur bien-aimé. T'aurais pu te retenir un peu, mon gentil Sancho. Oh, c'est pas moi, maître illustrissime. C'est mon grison qui se lâche. Vas-y, grison, lâche-toi. On le sait depuis l'Antiquité, le paix de l'âne porte bonheur. Toi et tes proverbes. Même le paix de ton âme t'en inspire un. Je serais bien y réfléchi de ne pas avoir de la considération pour mon grison, même s'il n'est pas parfait. Qui veut un âne sans défaut doit se résoudre d'aller à pied. Et puis j'aime bien les proverbes. Ce sont des causes de maximes tirées d'une longue expérience. Oui, mais essaye au moins, Sancho Jacques Assier, de les utiliser à bon escient. En lien avec notre discussion, et pas te contenter de les empiler pêle-mêle dans ton discours. Il n'y a que Dieu qui peut remédier à ça. Car si je n'ai pas beaucoup de lettres, je sais tout un tas de proverbes qui se battent entre eux pour sortir de ma bouche. Et ma langue jette les premiers qu'elle trouve, même s'ils ne tombent pas à propos. Mais je ferai attention désormais. Car mon maison bien achalandée est vite et cuit de souper. Que celui qui sonne la cloche est à l'abri. Que ceux venus pour l'aide tondue s'en reviennent. Et qu'on est bien chez soi quand Dieu vous aime. Que là où il n'y a pas de lard, il n'y a pas de crochet pour le pendre. Que la jalousie prend toujours ses soupçons pour des vérités. Et soyez tout miel et les mouches vous goberont. Et comme disait ma mère, tu vaux ce que tu as. Bravo, Sancho! Je t'ai demandé d'éviter les proverbes et tu m'en sers toute une litanie. Écoute bien celui-ci. Brebis qui mêle, perd sa roulée. Tes petites naïves sagesses pelées d'écuyer dépassent largement le domaine de la superstition et confinent à celui de l'hyperstition. À chacun ses croyances. Bon. Pour en revenir à votre Dulcinée tant dérisée, tant désirée. Pourquoi voulez-vous j'attendre 3 jours? J'aimerais, pendant 3 jours, accomplir des folies que tu pourras lui rapporter. Oh, considérez, monsieur le chevalier à la triste figure, que ces 3 jours pour voir vos folies sont passés et que j'en dirai des merveilles à madame. Donnez-moi votre lettre et laissez-moi partir sur le champ. Mais
Autorisez-moi à sceller Rocinante, qui sera mieux que mon roussin grison et rendra mon aller et retour plus rapide. Allez, bien, on y va. Finalement, j'aurais mauvaise conscience à dire à votre dame de cœur que je vous ai vu faire des folies alors que ce n'est pas vrai. Monsieur, je veux bien voir une des folies que vous envisagez et en prendre bonne note. Ah. Allez, viens, Rocinante. On en a assez vu. On y va. Tu viens? Oh. Un nom vraiment ravissant, Rocinante. C'est cool. Et ça sort de l'ordinaire. En effet, un très joli nom. Quoique juste préféré celui de Bucéphale. Mais c'était déjà pris. Oh bon? Ouais, par Alexandre le Grand. Donc j'ai dû changer, ça aurait fait des histoires. Bah moi, j'ai fait simple. Pour mon âne, j'ai regardé la couleur de son pelage, et comme il était gris, je l'ai appelé Grison. Roussia en espagnol. Pour ne pas l'appeler âne ou asno ou burro, ce qui est macéant. Je dis aussi le roussin. On me voit rarement sans lui. Et comme dit le proverbe, voilà Sancho avec son roussin, allá va Sancho comme son roussin. Oh, sa compagnie me rend si joyeux, et que je ne changerai pas ma place avec celle de l'empereur d'Allemagne. Le chagrin n'a pas été fait pour les bêtes, mais pour les hommes. Mais si les hommes se laissent trop aller au chagrin, bah, elles deviennent des bêtes. D'aucuns ont cru que Rocinante était une jument.
Moins hongre, probablement à cause de son nom. Ils ont du mal lire mes mémoires. Et il faut dire aussi là que ce nom de Rocinante, ça prête à confusion. Ah. Confusion de genre, je veux dire. C'est perturbant pour son identité d'équipe. Et ça aussi, ça pourrait nous faire des histoires. Et pas seulement avec la Sainte Fraternité, l'Inquisition ou la communauté LGBT. Si Rocinante avait été jugement, il serait moins ébloqué. Elle, et mon Grison aurait pu nous faire un mulet. Et si Grison était une grisonne, ça nous aurait fait un bardeau. Et si ma tante en avait? Il suffit! C'est Nick Carpudon. Rocinante est un véritable des talons. Une rosse, mais la première rosse du monde. Il vit le moment présent, Rocinante. Un véritable moine bouddhiste. La pleine conscience, elle le connaît. Il n'a de cure ni du passé simple, ni du futur postérieur. On dit futur antérieur. Diplopus, futur est forcément postérieur, puisqu'il vient tout après. Et bien dans ce cas-là, c'est un pléonasme. Alors disons que Rocinante n'est pas concernée par le futur postérieur pléonastique. Moi, je crois qu'il s'en fiche, Rocinante, qu'on le prenne pour un mâle, une femelle ou un transgenre. Ah, allez, viens mon vieux, on va porter la lettre de notre maître à sa maîtresse, la mémorable Dulcinée du Toboso. Oh, un joli nom, Dulcinée, hein, c'est pas banal. Oui, elle sera disposée à vous voir dès l'accomplissement de vos prochains exploits chevaleresques. Entre-temps, je continuerai à lui porter vos messages et à vous remettre les siens. On en parle beaucoup. Mais peut-on dire que vous l'avez vu 4 fois apparemment? Et peut-être s'en est-elle même pas aperçue. Bien qu'elle vienne du Toboso, qu'elle soit donc une Tobosénia, elle nous la joue genre arlésienne, votre Dulcinée. On l'espère, mais elle ne vient pas. Il est bien long tout ce temps dans l'attente de l'amante absente de votre seigneurie errante. C'est pas comme ma femme Teresa et mes chers enfants, ils sont bien réels, eux, et j'ai hâte de les revoir. Ce ne sont pas des fantômes évanescents. Ta famille? Tu veux dire ta fille? C'est un chica? Non, non. J'ai une femme qui s'appelle Teresa, et non pas Juana comme certains le prétendent, et 2 enfants, Sanchico, mon fils, et ma fille Marie, et non pas Sanchica comme d'autres l'affirment. Votre confusion provient certainement d'une grossière erreur de votre écrivain sarrasin, là, Sidi Mohamed Ben Wikipédie. Si, Ahmed Benengini. Cette fois-ci. C'est probablement aussi lui qui doutait de la virilité de ma Rocinante. Oh! Que vous arrive-t-il, Sire? Oh, Dios mio, aux fleurs de la chevalerie, orgueil, honneur et gloire de toute la Manche, devoir de tout l'univers, imitateur des bons et fléaux des méchants. Voilà qu'un dernier grand coup de ton cœur achève la carrière de tes ans si bien employés. Je vous en supplie, mon sire, ne mourrez pas si vite. La plus grande folie qu'un homme puisse faire sur cette terre, c'est de se laisser mourir sans que personne ne le tue. Quand je serai mort, et quand mon âme de mon corps se détachera, cette lettre à Dulcinée tu donneras. Soyez rassurés, Majesté. Tout sera fait selon votre volonté. J'allais porter votre lettre,
mais ça n'est plus nécessaire. D'ailleurs, la réponse était déjà prête. Noble Seigneur, votre écuyer m'a rapporté les hauts faits et gestes que votre qualité de chevalier errant ont permis d'accomplir. Je suis dès lors prêt à vous accueillir, si votre grandeur en a encore le souhait, et vous attendrai aux dates et heures qui seront les vôtres au Toboso, lieu de ma résidence habituelle, que vous connaissez, puisque vous vivez où j'habite 4 fois innocent. C'était risqué de lui écrire cette lettre, l'invitant à venir au Toboso. Il aurait pu accepter, mais j'en doutais. Et puis, le temps était venu de lui écrire une lettre où Dulcinée manifestait le désir de le rencontrer. De toute façon, je n'avais pas d'autre choix que de lui écrire pour te garder et chevaucher à tes côtés. Te dire que je t'attendais et que Dulcinée attendait encore d'autres prouesses, même si elle t'aimait déjà. Que m'importe le comte et la princesse Boko Makakine ou qui m'avait promis. C'était pour faire plaisir à ma femme qui est très exigeante et qui voulait que je réclamasse. Oh mon Dieu, voilà que je me mets à parler comme vous, maître Gisant. Est-ce parce que je vais vous perdre ou parce que je vais devenir comte? Ma femme voulait donc qu'en sus je te réclamasse un salaire. Et quand elle se met à demander quelque chose, il n'y a pas un maillet à cercler les tonneaux qui ne presse aussi fort qu'elle pour qu'on fasse ce qu'elle veut. Et me porte à croire que si conseils de femmes ne vaut pas un clou, celui qui ne le suit est complètement fou. Comment ne pas aimer ce chevalier à l'âme aussi grande, incapable de faire aucun mal, naïf au point de croire un enfant qui lui dit qu'il fait nuit alors qu'on est en plein jour. C'est à cause de cette naïveté que je l'aime comme la prunelle de mes yeux et que je ne me résous pas à le quitter malgré toutes ses folies. J'aurais voulu m'évader encore avec lui dans ces visions d'enchantement, de mages et de géants. Vrai ou pas? Quelle importance du moment qu'on y croit. Gazelle du désert, nymphe des forêts, astre du firmament et gai charbonneret. Pleurez avec moi la mort de Don Quichotte qui faisait un château d'une simple gargote, transformait en géant quelques moulins avant et rendait tant vivants les chevaliers d'avant. Il enchaînait les exploits de si grande envergure. Mon maître chevalier à la triste figure. J'aurais pu continuer à t'écrire pour rester avec toi, courir l'aventure, suivre ta folie qui nous emmenait si loin du train-train quotidien, fuir la route, l'ennui, les dimanches sans fin, surtout les dimanches pluvieux en novembre. Lève-toi, Alonso! On n'a plus le temps d'aller au noces de Camacho chez la duègne Rodriguez pour lui taper le pion, puis rabattre le caquet et l'obliger à s'occuper de mon roussin grison ou vers la duègne Dolorida qui s'appelle en fait la duègne Trifaldi, mais qui est en fait la comtesse Loupino, parce que dans son comté il y a beaucoup de loups et à qui l'enchanteur Malambrin fit pousser une barbe, ce qui fit s'évanouir la Dolorida quand elle me raconta son histoire triste en vérité. Il eût été préférable qu'on lui coupât le bout du nez, quitte à ce qu'elle parle à nasale, plutôt que de l'embarber comme il l'a fait. Là, c'est toi qui t'égares.
ni chez le duc et la duchesse à la grotte de Montesino ou à Barcelone. Remarque, c'est peut-être mieux comme ça. Le duc et la duchesse se moqueraient de nous. Pour ces gens-là, nous ne sommes que des bouffons. Tu as raison, Jojo. Et tout comme toi, je ne veux pas revoir cette duchesse qui tenta de me corrompre. Figure-toi qu'en ton absence, elle me proposa de m'envoyer 4 filles qu'elle disait belles comme des fleurs pour me servir et me donner en toute satisfaction. Je lui ai répondu que ces filles n'étaient pas des roses, mais des épines qui me piqueraient l'âme si elles me détournaient de ma passion, dont seul Dulcinée pouvait être la raison. Je lui ai donc bien fait comprendre que je souhaitais rester seul derrière ma porte, être mon propre serviteur, ériger une muraille entre ma chasteté et mes désirs, et que je préférais dormir tout habillé plutôt que quelqu'un me déshabilla. Quant à Barcelone, autant y renoncer. Les Catalans sont des Espagnols. Pas tout à fait comme nous. Un triomphe à Barcelone serait ma dernière illusion. Nous reviendrons une autre fois pour terminer notre histoire. Os recordamos que la venta ha terminado y que todas las puertas están abiertas a partir de ahora. Se espera a los señores Quesada y Panza en el comedor del edificio. Es la historia de